L'équipe de la Tribune des éditos est heureuse de vous retrouver pour ce numéro, l'émission qui donne uniquement la parole aux professionnels des médias pour décrypter, analyser et parcourir l'actualité nationale et internationale, aborde aujourd'hui 3 sujets essentiels. Il sera question en première partie de la délocalisation des ateliers qui, selon le rapport 2022 de l'ASE-LC, a coûté 3 milliards de francs CFA en 2020 et 2021. En seconde partie d'émission, nous parlerons des concours directs de la fonction publique pour lesquels 5 364 postes sont à pourvoir pour cette année 2024. Et enfin, en dernière partie, il sera question de la décision du gouvernement de la transition de procéder à une baisse significative des tarifs des examens de scanner, d'IRM et d'actes d'hémodialyse. Et pour le décryptage de ces 3 sujets, je suis accompagné par 2 professionnels des médias. Nous avons Atiana Serge Oulon, directeur de publication du journal L'événement. Bonjour et bienvenue. Bonjour et merci à vous pour l'invitation. Boukari Woba, journaliste au journal Le Reporter, est aussi avec nous. Bonjour et bienvenue. Merci Serge, bonjour. C'est un sujet qui a toujours été abordé par les différents régimes qui se sont succédés au pays des hommes intègres. Il s'agit notamment de la délocalisation des ateliers et selon le rapport 2022 de l'ASE-LC, ces délocalisations ont coûté 3 milliards de francs CFA à l'État burkinabé entre 2020 et 2021. Une situation qui d'ailleurs, selon le premier responsable par intérim de l'ASE-LC, aurait pu être évitée. Atiana Serge Oulon, quelle est votre appréciation par rapport à cette question de délocalisation des ateliers qui coûte cher à l'État burkinabé? Un sujet qui ne date pas d'aujourd'hui. Bon, je pense qu'il faut continuer les interrogations parce que tout de suite, quand vous dites 3 milliards à l'échelle d'un État, c'est vraiment pas grand-chose. Voilà, prenez à l'échelle d'individus, il y a des gens qui parlent de milliards. Je crois que pour un État, 3 milliards, c'est pas le fait de tenir des ateliers hors de Ouagadougou ou bien dans les lieux de résidents des services qui fait qu'il y a la malgouvernance ou bien le pillage des ressources. Au niveau de l'ASE-LC, je crois que plus globalement, il faut qu'on aille un peu plus au-delà. Parce que le chiffre de 3 milliards qui a été donné, vous l'avez vous-même précisé, c'est sur 2 ans. La question qu'il faudrait se poser, est-ce que ce volume reflète un certain nombre d'ateliers qui devraient se tenir ou pas en dehors de Ouagadougou, ou bien si vous voulez par rapport à cette délocalisation. Ça c'est le premier aspect. Le deuxième aspect, est-ce qu'au niveau de l'ASE-LC, les 3 milliards, c'est le fait d'ateliers délocalisés qui ne devraient pas être délocalisés, en fait qui sont tenus? Je crois que ce sont ces questions, à mon avis, qu'il faudrait peut-être poser. Sinon, dit comme cela, bon, 3 milliards dépensés dans le cas d'ateliers délocalisés, je crois aussi que ce n'est pas aussi très juste et très pertinent si le raisonnement, c'est de dire tout simplement que l'État a dépensé 3 milliards pour organiser des ateliers délocalisés en fait, dans certaines localités. Parce qu'il y a aussi la réalité de ces ateliers où forcément ça ne regroupe pas des travailleurs d'un même service, d'une même région, d'une même localité. Voilà, vous avez ces réalités. Vous avez des ateliers qui sont financés par des partenaires qui, du fait de l'expérience, on se dit quand les gens restent dans leur zone, il n'y a pas toujours une certaine participation. Les gens viennent en retard ou bien les gens viennent juste pour prendre leur sous et ainsi de suite. Je crois que ce sont des éléments qu'il faudrait quand même se poser. Je n'ai pas tous les détails, je ne sais pas si ces 3 milliards reflètent ce qu'on considère comme des ateliers qui ne devraient pas être délocalisés, qui sont délocalisés. Et je crois qu'en la matière aussi, il faut appliquer les textes. Et il faut rappeler aussi que depuis un certain nombre d'années, régulièrement, on a décidé même de suspendre ou de limiter un certain nombre d'ateliers qui devraient se tenir, qui étaient systématiquement délocalisés. Je crois qu'il y a eu des arrêtés, des décrets justement pour limiter. On a même eu des situations où on a annulé des ateliers qui devraient être délocalisés. Donc je pense que bon, si c'est temps que c'est de montrer que l'État dilapide de l'argent, moi je pense qu'il faut aller au-delà. Et 3 milliards à l'échelle d'un État, parce que quand même le budget de l'État burkinabé c'est plus de 3 milliards 200 ou 3 milliards 600. Voilà, 3 000 milliards plutôt. Donc je pense que là où on perd de l'argent c'est ailleurs, c'est pas forcément. Même si je suis d'accord
mais si l'État paie 1 franc quelque part, il faut faire de telle sorte que ces 1 franc soit dépensé pour l'intérêt de tous. Voilà, c'est ce que je vais dire. Mais plus globalement, je crois qu'au niveau de l'autorité supérieure du contrôle d'État et de la lutte contre la corruption, n'ayant pas tous les contours justement de ces ateliers délocalisés, je dis qu'il faudrait peut-être aussi regarder ailleurs, c'est dire l'argent va beaucoup plus ailleurs, en perdition dans les poches d'individus ou bien dans les comptes bancaires d'individus, ici comme ailleurs, ou bien vous avez l'argent qui rentre dans les valises ou dans les cantines, dans les domiciles des gens. Je crois que c'est à ce niveau qu'il faut plus regarder et qu'on pourrait faire ressortir beaucoup d'argent que les 3 milliards qu'on nous présente sur 2 ans, justement. Est-ce que ce n'est pas déjà un début dans un contexte où on a besoin de rationaliser les dépenses de l'État? Je suis d'accord, mais ici, vous, sur ce plateau, vous n'êtes pas en mesure de dire que les 3 milliards, ça a été dépensé irrégulièrement ou illégalement. Puisque tel que donné, c'est ce que je disais tantôt. On ne dit pas, est-ce que ces ateliers auraient pu être tenus dans les lieux des organisateurs, entre guillemets, où on a organisé ça de façon irrégulièrement ou illégalement, parce que tout simplement on veut faire sortir de l'argent. Je crois que si on a des réponses à cette question, oui, même si c'est 1 franc, comme je l'ai dit, on doit faire de telle sorte que ça puisse être utilisé pour le bien de tous. Voilà. Alors, Boukari Ouba, quand on regarde, c'est un sujet qui est revenu presque à travers les différents régimes qui se sont succédés. On a toujours parlé de cette délocalisation d'ateliers ou de tout autre événement. Pour vous, est-ce que ça cause problème, cette délocalisation d'ateliers? Oui et non. Oui et non, pourquoi? Parce que la question qui va se poser, c'est l'opportunité de la délocalisation. Et donc, parlant de l'opportunité de la délocalisation, ça va se traduire aussi par l'opportunité justement de la dépense. Parce qu'à première vue, généralement, les investigations de l'ASE, c'est beaucoup plus sur les questions de régularité. Est-ce que la dépense, elle est régulière? Est-ce que les pièces comptables sont acceptables? Or, ici, ce n'est pas ce problème-là que l'ASE pose. L'ASE pose un autre problème, à savoir que, 3 milliards, ça semble être une manne financière trop importante pour juste des délocalisations d'ateliers. J'estime qu'on aurait pu s'en passer. Oui, je pense que ça relève beaucoup plus très souvent des investigations de la Cour des comptes qui, elle, apprécie véritablement l'opportunité de la dépense. Que l'ASE se soulève ça peut être intéressant dans le sens où ça nous mène effectivement à nous interroger, à pousser le débat beaucoup plus loin. Et ça, je pense que c'est l'ASE même qui devait fournir justement les éléments tangibles d'appréciation, un peu dans le même sens de ce que Serge disait tout à l'heure. Ces ateliers-là, très souvent, ce n'est pas des ateliers qui regroupent le personnel d'un même service. Il y a beaucoup d'ateliers quand c'est de ce genre-là, c'est plusieurs services. C'est peut-être même très souvent des non-fonctionnaires qui sont associés à ces genres de travaux. Et donc, naturellement, ça va appeler à une délocalisation. Mais la vérité aussi, dans les faits, si vous observez, vous allez vous rendre compte qu'il y a beaucoup d'ateliers qui se tiennent hors de Ouaga, juste à côté de Ouaga. Vous savez, les gens parlent beaucoup du cas de Koudgou qui est devenu carrément systématiquement un lieu de retrouvailles pour des agents publics pour tenir des ateliers. Il y a des gens qui peuvent passer plusieurs semaines, sauf que justement pour une bonne justification, au lieu peut-être de marquer qu'ils ont fait 1 mois à Koudgou, ils vont séquencer ça en 2 semaines, 2 fois. Ils font 2 semaines, ils rentrent, ils repartent pour 2 semaines, donc ils font pratiquement 1 mois d'atelier. Donc effectivement, ça peut être un peu trop. Mais il faut véritablement avoir des éléments précis pour pouvoir juger de l'opportunité de ces ateliers-là hors de Ouagadougou. Et on sait aussi que plusieurs fois, il y a eu effectivement des courriers, des notes pour interpeller dans ce sens-là, appeler à la réduction de ces ateliers délocalisés. Ça a peut-être eu son effet, mais si malgré tout on voit qu'on continue à dépenser autant, 3 milliards, là aussi ça reste relatif, véritablement 3 milliards sur 2 ans. Je rappelais le contexte où on a besoin de rationaliser au niveau des dépenses. Oui, bien sûr, rationaliser au niveau des dépenses, ça voudrait dire aussi peut-être rationaliser en termes d'activité. Or, il y a des activités aussi dont on ne peut pas forcément se passer. L'un dans l'autre, ce qu'on veut dire, c'est qu'il y a un autre travail à faire.
Il y a un autre travail à faire pour regarder exactement à quoi ont servi concrètement ces 3 milliards-là. Parce que le problème justement des ateliers délocalisés, très souvent, c'est quoi? Vous allez vous rendre compte que pour un atelier délocalisé qui a regroupé peut-être une vingtaine de participants, au finish, la prise en charge a concerné peut-être 25 voire 30 personnes. Il peut y avoir des chefs de service, des responsables, des secrétaires, un certain nombre de personnels non indispensables qui véritablement n'ont même pas été peut-être au lieu de l'atelier, mais qui en dernier ressort ont certainement été pris en charge. Donc je crois que peut-être ce que il doit y avoir des structures qui peuvent investiguer, c'est ça, peut-être les inspections des services. Pour vous, le problème est lié au mécanisme de contrôle alors? Organiser en réalité des investigations sur des ateliers spécifiques, précis. Voilà, actuellement, c'est un audit qui vise à nous dire qu'on a dépensé 3 milliards sur 2 ans, mais on devait pouvoir prendre un atelier spécifique pour aller regarder la nature précise des dépenses et des personnes qui ont été prises en charge, l'effectivité même de l'activité. Est-ce que l'atelier a bel et bien eu lieu? Il ne faut pas oublier que dans ce pays, on a déjà eu à écrire sur des missions fictives. Des gens qui sont capables de s'asseoir à Ouagadougou, de s'asseoir dans leur service, établir des ordres de mission qui sont signés en aller-retour. Il y a des caissements, il y a des personnes qui sont payées alors que la mission n'a jamais eu lieu. Cela s'est passé jusqu'à la présidente du FASO. Nous en avons déjà parlé de ce genre de situation dans notre journal. Ça remonte à une époque assez lointaine tout de même. Pas assez lointaine, c'était sous le président Roch-Marc Christian Kaboré. Voilà. Et jusqu'à aujourd'hui, ça peut se faire. Ça peut se faire aujourd'hui à n'importe quel haut niveau de nos institutions. Donc, il peut y avoir toutes ces dépenses-là, en fait, des dépenses fictives qui viennent effectivement se greffer et qui vont donner justement cette impression qu'on dépense beaucoup. Dans tous les cas, je suis entièrement d'accord avec vous que nous sommes à un moment où il faut rationaliser à tous les niveaux. Donc, il faut savoir sérieux, mais en tant qu'institution d'investigation, il faut donner des éléments beaucoup plus précis. Parce que là, en le disant comme ça, quelle va être la recommandation? Est-ce qu'il y a une personne qui est mise en cause? Si on n'arrive pas à mettre en cause matériellement quelqu'un, ça pose problème. C'est comme si on disait il n'y a pas de faute. Or, le sens de l'investigation d'une enquête de l'ASE, dans mon sens, selon ma compréhension, ça doit être ça. Il va falloir véritablement situer les responsabilités. S'il y a faute de gestion, que des gens soient poursuivis, on peut faire pourquoi pas des ordres de recettes, parce que des gens ont sorti de l'argent quand il ne fallait pas. On peut en arriver jusqu'à là. Serge Joulon, est-ce que ce n'est pas plutôt l'absence des mécanismes de contrôle qui cause ces différents problèmes-là? Est-ce que le problème n'est pas plutôt à ce niveau-là? Non, je pense que parce nous faisons à écouter Boukari Ouba, c'est l'abus qui est fait au niveau de certaines délocalisations. Non, pas forcément. Il relève des insuffisances que on relève. C'est-à-dire, a priori, quand une structure telle que l'ASE, elle se dit que l'État du Burkina a dépensé 3 milliards sur 2 ans pour des délocalisations d'ateliers, je crois que l'information n'est pas complète. Voilà, et c'est ce qu'on a relevé tout à l'heure par rapport au fait. Est-ce qu'on estime qu'il y a eu des ateliers fictifs? Est-ce qu'on a estimé qu'on a enfreint aux règles ou au respect de la procédure? Je crois que c'est tout un ensemble de choses, tout simplement, où les 3 milliards, on estime même que c'est trop au niveau de l'ASE, LCE. Et si c'est trop, pourquoi on dit que c'est trop? Je crois que c'est, pour moi en tout cas, tel que présenté, moi je pense qu'il y a des choses incomplètes pour permettre d'avoir une lecture un peu plus globale et se poser les bonnes questions tout simplement. Sinon, dans tous les pays du monde, il y a des délocalisations, les gens organisent des activités pour le bien fonctionnement, pour permettre aux gens de réfléchir et dire, pour pouvoir opérer des réformes ou bien réajuster un certain nombre de choses ou encore préparer en fait des choses. Vous avez la Semaine nationale de la culture qui s'organise. Vous avez plein de travailleurs de Ouagadougou qui sont à Bobo-Dioulasso, ça fait plus de 360 km. Ah, voilà, on va payer des gens. Il y a le comité d'organisation et ainsi de suite. Il faut mettre en place. Je crois que même les plus hautes autorités du ministère sont là-bas. Il faut les prendre en charge. Ils sont logés, ils sont nourris pendant combien de jours? Est-ce que là-dessus, on peut dire qu'il y avait pertinence ou opportunité?
à ce qu'on puisse faire sortir en fait ce genre à faire de telles dépenses. Je crois que ce sont ces questionnements, à mon avis, qu'il faudrait quand même se poser et ça permettra de savoir est-ce que les dépenses étaient pertinentes ou pas, tout simplement. Pour beaucoup, l'autorité pose là un problème où visiblement il a du mal à s'en sortir. Un problème où il n'a pas d'efficacité. Puisque, je le disais en début d'émission, ça ne date pas de maintenant, les différents régimes qui se sont succédés, et très récemment du Premier ministre Christophe Dabiré à maintenant, chaque régime, quand il parlait de la réduction du train de vie de l'État, a voulu aborder cette question de délocalisation, mais jusqu'ici, on n'a pas eu de décision tangible tendant à remettre en cause la délocalisation ou pas. Non, je crois que dans le principe, il y a même eu cette tentative d'interdire la délocalisation, mais à la réalité, les gens ont vu que c'était compliqué. Parce que ce qu'on a dit, pour les ateliers, généralement, vous avez des travailleurs de différents secteurs, de profils différents. Et souvent, l'argent, en fait, la prise en charge, si vous connaissez un peu peut-être la réalité de l'organisation des ateliers, souvent la prise en charge même est plus ou moins sur des bases, en fait, partagées entre l'État du Burkina et des partenaires. Vous voyez? Donc, souvent, il y a un peu cette réalité. Mais je sais qu'il y a eu des mesures. On a sommé des responsables de service, et Boukari l'a dit. On a eu des situations où vous avez le ministre ou le DG qui est pratiquement participant à tous les ateliers de son ministère ou de son service. Bon. Et souvent les mêmes dates. Et vous émargez à tout. Bon, on a sommé à des gens de rembourser et des gens ont remboursé. Donc il y a peut-être souvent cette pratique-là qu'il faudrait peut-être voir. Puisque après les gens se sont dit, bon, c'est un moyen peut-être pour certaines personnes d'avoir des sous, d'arrondir les fins du mois. Donc quand vous avez la secrétaire qui est tout le temps au bureau, bon, c'est elle qui prépare tout le courrier. Et finalement les gens partent. Elle est au bureau, il faut trouver le moyen de mettre le nom de la secrétaire sur la liste de présence. Après, quand on fait ça, bon, le chauffeur du patron aussi voit que lui, tout le temps, c'est lui qui fait les courses, l'agent de liaison, et ainsi de suite. Donc, on glisse les noms comme ça, petit à petit. Et on se rend compte que quand on va vérifier, ces personnes ne peuvent pas être là à Koudougou et être en même temps à Ouagadougou pour les besoins du service. C'est juste un exemple, parce qu'il y a des ateliers qui se déroulent à Zignaré, à Banfora ou à Bobo, et ainsi de suite. Donc, il n'y a pas de stigmatisation particulière. Parce qu'après tout aussi, ça permet à l'économie de bouger. Je crois qu'à Koudougou, on a des hôteliers qui en bénéficient. Et le choix de Koudougou, ce n'est pas parce que les gens aiment Koudougou, et Koudougou n'est pas la seule ville qui est sur 100 km. Parce qu'il y a Kaya qui est à 100 km de Ouaga, il y a Zignaré, ainsi de suite, il y a Manga, il y a Kombisiri. Il y a bien d'autres localités, mais c'est du fait de l'offre touristique et hôtelière que peut-être les gens préfèrent peut-être aller là-bas. C'est comme Bobo du Lasso. Il y a eu des fois où les gens veulent organiser des activités, les gens de Bobo se plaignent pourquoi c'est ceux de Ouaga qui quittent tout le temps pour venir à Bobo, et aussi ils veulent venir à Ouaga. Mais après, quand les gens comparent les coûts en termes d'offres hôtelières, c'est plus économique de transporter entre guillemets les gens de Ouagadougou pour aller à Bobo Dioulasso, parce que là-bas les hôtels offrent des services un peu plus meilleurs en termes de coûts, que d'amener les gens peut-être à Ouaga où on estime qu'il y a une certaine chérité en fait. Voilà. Donc il y a des réalités en fait aussi qui sont là comme ça, qui peuvent expliquer un certain nombre de choses. Mais globalement, comme je l'ai dit, si c'est vraiment pour nous dire qu'on dilapide les sous, je crois qu'au niveau de la SCLC, on devrait quand même regarder ailleurs, parce qu'il y a beaucoup plus de... Les 3 milliards sur 2 ans, on peut les multiplier par 100, par 200. Je vous assure qu'il y a d'autres domaines tels que la fuite des capitaux, la fraude fiscale, les conflits d'intérêts, l'interdiction par exemple pour les fonctionnaires de faire du commerce alors que les gens sont à fond là-dedans. C'est des domaines qui permettent à des gens de brasser beaucoup d'argent que les pauvres 3 milliards. Parce que quand vous avez, je prends juste un exemple, un cadre de l'administration qui monte une société de BTP de toutes pièces et qui capte un marché de 10 milliards, de 3 milliards et de 15 milliards et qui n'arrive pas à exécuter. On a suivi ici des éléments sonores qui ont épinglé un conseil spécial à la présidence où voilà, on pense qu'il y a des connexions. Donc c'est pour dire que si c'est vraiment les chantiers pour voir où l'argent part, on peut trouver beaucoup mieux, encore beaucoup mieux que, je dirais pas ces pauvres 3 milliards à l'échelle d'un État, je précise bien. Parce que même pour des individus, 3 milliards, je crois que bon, pour certains, c'est pas grand-chose, quoi. Donc pour certains peut-être, mais pas, oui, pour, pas pour la majorité. Oui, mais le problème, il ne faut pas raisonner en termes de nos poches.
Ce n'est pas parce que nous, on a des difficultés pour faire sortir 10 000 francs par jour qu'il faut raisonner à ce niveau aussi. Pensez à ceux qui dépensent des dizaines ou des centaines de millions par jour. Boukari Oba, qu'est-ce qu'il y a lieu de faire, surtout dans un contexte où la réduction du train de vie de l'État se présente comme une nécessité? Si on reste focalisé sur cette affaire d'ateliers délocalisés, c'est comme je l'ai dit, il faut mener des enquêtes précises sur les différents ateliers qui se tiennent. Il ne faut pas attendre après l'atelier pour évaluer, dire on a dépensé tant de milliards en atelier. Moi, je voudrais qu'on prenne un atelier spécifique pour s'assurer que l'atelier a bel et bien eu lieu. Que c'était effectivement 50 participants et non pas 20 participants, qu'ils ont tous séjourné là-bas 7 jours et non pas 5 jours. Parce qu'on fait les ordres de mission, on les fait viser, on s'en va et puis on rentre avant la fin du délai. Donc il y a un certain nombre de comportements comme ça qui peuvent être répréhensibles bien sûr, mais je crois que dans l'ensemble c'est des pratiques qui sont connues au niveau de l'administration publique et que certains ont même trouvé à la limite normal. Ils mettent ça peut-être dans le cadre de motiver les agents, parce que vous savez, hein, vous êtes chef de service, vous pouvez bien constituer une équipe de travail au bureau là-bas. Le travail peut-être qu'ils vont aller faire en 5 jours à Koudgou, vous allez leur donner le même travail là à Ouaga, ils vont taper 2 semaines, voire 1 mois là-dessus. Donc c'est une question d'efficacité. Vous trouvez peut-être qu'en les envoyant à Koudgou, vous allez dépenser 2-3 millions, mais vous avez votre travail vite fait. En restant à Ouaga, vous ne dépensez pas, mais c'est le travail qui dort. Est-ce que c'est cette administration que l'on doit laisser? Mais bien sûr, c'est du travail qu'il faut faire. Il faut véritablement qu'on regarde ça et qu'on règle effectivement tous ces problèmes-là. Mettre les gens au travail. Je crois que c'est un peu tout ça qui est en train de se passer avec... Bon, espérons que tout ça se passe de façon saine. Aujourd'hui, on parle de la dénonciation des actes de corruption, de malversation, c'est tout ça. Par exemple, l'absentéisme. Voilà, vous n'avez pas des gens qui sont tout le temps présents au bureau. Mais si c'est un atelier, ils sont peut-être là et qui vont se donner à fond. Alors que vous leur confiez le même travail à Ouagadougou, ils ne vont pas du tout le faire. Je le parle par expérience, parce que je suis aussi organisateur d'ateliers, même si ce n'est pas l'argent du trésor public ici. En tant que organisation professionnelle des médias, vous organisez des formations pour des journalistes. Nous avons l'expérience. Hein. Vous regroupez 10 ou 20 journalistes au Centre national de presse Norbert Zongo et vous dire que vous avez les 5 jours de la semaine pour travailler, mais vous allez vous rendre compte de la ponctualité, de l'assiduité des gens, de leur sérieux au travail par rapport à la même formation qui est délocalisée à 100 km de Ouagadougou. Vous vous rendez compte que, bon, puisque les gens sont là, ils sont sur place, ils dorment là-bas, ils sont pris en charge, le travail ne sera pas le même. À Ouaga, vous n'allez pas pouvoir tout le temps être là, maintenir les gens présents de force. Et ça ne relève pas seulement du travailleur. Puisqu'on est à True TV, donc on va parler de True TV. Si moi je vous invite à un atelier au centre de presse, votre rédacteur en chef ou votre directeur qui sait que vous êtes à Ouaga, il est capable de vous confier du travail. Oui, exactement. Alors que c'est lui-même qui a autorisé votre participation à cet atelier. Mais puisqu'il sait que vous êtes à Ouaga, donc il va encore vous appeler, vous dire que bon, à telle heure là, il faut aller faire tel travail là. Mais comme c'est dans le même quartier, tu peux faire un tour et puis tu vas repartir. Il te dit qu'il faut faire un tour là, de l'autre côté là, tu vas aller voir qu'est-ce qui se passe. Donc on voit des gens qui sont à Ouaga pour un atelier, pour une formation, qui entre-temps s'éclipsent que j'ai un élément à rendre. Ils vont aller faire un reportage en ville et puis revenir. Or, s'ils étaient effectivement hors de Ouaga, mais c'est fini. Il est parti, on ne va plus l'emmerder pour le service. Donc, il y a de ces réalités-là. L'un dans l'autre, encore une fois de plus, ce sont les abus qui sont dénoncés. Oui, bien sûr. Au niveau de l'administration publique, c'est les abus. Il faut les dénoncer avec la dernière énergie. C'est ce qu'on a dit en fait. Tel que dit l'ASL ne nous dit pas
si les 3 milliards c'est l'abus ou c'est pas l'abus. Ou c'est une façon de montrer qu'on a mis 3 milliards et dans ce contexte, quand on va dire 3 milliards pour des gens, oh, on va commencer à crier. Alors que bon, peut-être que les 3 milliards, si les gens peut-être allaient abuser, ça allait être plus que ça. Voilà, c'est pour cela que je dis, ça manque de précision à mon avis, quoi, à moins que peut-être les éléments qui sont apportés pour cette émission. Voilà, à titre de comparaison, on n'a forcément pas les chiffres. Hein. Vous savez ce que les gens pensent des prises en charge au Burkina, y compris nos DG, nos ministres parlent quand ils vont à des missions à l'étranger. Ils arrivent souvent à peine si leurs frais de mission leur permettent de se loger dans un hôtel en même temps que leurs collègues de l'Afrique centrale, un Gabonais, un Camerounais, Ivoiriens qui sont là parce qu'ils n'ont pas les mêmes taux de prise en charge. Les réalités économiques. Exactement, les réalités. Nous, on est parfaitement d'accord. Et c'est la même réalité au niveau national où les gens vont vous dire que bon, à peine les prises en charge, les perdimes qu'on leur sert, si ça leur permet effectivement de se prendre en charge. Ça, c'est un autre débat. Les cadres, c'est 30 000 francs jour, logement, tout y compris. Ouais, si ça n'a pas changé, si les taux n'ont pas changé. Problème. En fonction des catégories et des fonctions. Si vous organisez votre atelier et que vous avez 1 ou 2 magistrats dans le groupe, vous verrez que peut-être je ne vais pas aller plus loin. Donc c'est un peu tous ces, comment j'ai dit, ces spécificités-là, les gens ne sont pas pris en charge, voilà, sur le même pied. Hein. Et vraiment, il y a la dimension des partenaires aussi. Vous avez des activités qui sont organisées, qui sont financées par les partenaires. C'est sur des lignes budgétaires, les partenaires ont dit vous faites ça, vous faites ça. Et les histoires d'ordre de mission, c'est justement les partenaires qui ont été les premiers à mettre en place ce mécanisme-là, parce qu'on s'est rendu compte. En faire une exigence. Voilà. Mais là aussi, bon, quand les gens veulent tricher, on triche. Il y a pas même sur les ordres de mission. Voilà, sur les ordre de mission. Oui. Et ça a été suffisamment illustré ici. Autrefois, les ordres de mission suffisaient, même les organisateurs pouvaient viser. Voilà. Plus tard, on a changé. Il faut que ça soit effectivement la police ou la gendarmerie qui vise. Ça n'a pas forcément résolu le problème. Vous avez vu récemment aussi la note, hein, parce qu'avant, on servait les prises en charge. Et puis on prenait en charge encore le déjeuner des participants. Et dernièrement, il y a eu une note qui dit non, dans la prise en charge qui est servie, dans les perdièmes qui est servi là, c'est le déjeuner y compris. Donc par conséquent, des gens qui sont dans un atelier délocalisé ne peuvent plus bénéficier du déjeuner. Qui était servi aussi et pris en charge par le budget de l'État. À défaut, donc, il faut faire une déduction. Exactement. Et là aussi, vous regardez de manière pratique, vous allez réunir des gens pour un atelier et puis en temps à midi ou 13h, vous allez dire bon, on suspend, chacun va aller se restaurer et puis on se retrouve dans 1 heure de temps. Vous risquez de vous retrouver seul organisateur devant dans votre salle. Tel que j'étais déjà avec ce rapport de la SELC, au sein de l'opinion, plusieurs partis, plusieurs personnes déjà se braquent contre cette délocalisation. Est-ce que ça a été mesuré en termes de conséquences puisque l'économie doit tourner, Serge Voulon? Non, mais en fait, depuis c'est ce qu'on dit simplement, quoi. Voilà. C'est-à-dire que tel qu'on jette, on braque ça sur les ateliers, peut-être on va braquer sur les fonctionnaires, alors que bon, ils ne sont pas forcément les seuls. Bon, il y a l'autre dimension, effectivement, il faut que l'économie tourne. Et voilà, c'est comme ça aussi, ça permet aux parkers, aux vendeurs d'unités, aux vendeurs de ceci, cela, voilà, pour que les gens aussi puissent continuer à exister. Je crois que ça participe aussi à faire de telle sorte que ça tourne, comme vous l'avez dit. Et je crois que vraiment le débat de fond peut-être aurait pu être tranché si on avait tous les éléments sur des aspects bien précis. Sinon, dans le fond, je crois que c'est quand même difficile de dire qu'on ne va pas le tenir d'atelier délocalisé. Et nous restons justement dans le cadre du registre de l'administration publique pour parler du second sujet. Cette fois-ci, il est question des concours directs de la fonction publique et le Conseil des ministres de mercredi dernier a donné son accord pour le recrutement de 5364 agents sur concours direct. Un chiffre comparativement à l'année précédente est en baisse où on était à 7218 postes. Qu'est-ce qui explique ceci? Boukari Oba, chaque année, on se rend compte qu'il y a une baisse de l'effectif au niveau des concours directs. La justification est toute simple. C'est vous-même qui l'avez martelé plusieurs fois ici. Il faut faire des économies d'échelle. Voilà. Et donc, vous savez, depuis un certain moment, on parle beaucoup de la masse salariale
au Burkina Faso. Donc on a l'impression que finalement on prend tout l'argent là pour donner aux fonctionnaires, aux travailleurs du public. C'est peut-être vrai, c'est peut-être faux aussi, parce que le problème ne se trouve pas forcément à ce niveau. Malgré tout, dans tous les cas, y est toujours. Oui, bien sûr. Pour bien cette sûr. année, on parle de 5 000. L'année dernière, on était à 7 000 et on avait plus d'1 500 000 candidats. On aura encore plus d'1 million. On avait pratiquement 2 millions même l'année dernière. Chaque fois, c'est au-delà au-delà du million. On aura encore plus d'1 million. Parce que pour beaucoup de gens, la fonction publique reste toujours le meilleur pourvoyeur d'emploi en termes de sécurité sociale. Ils y vont. Et l'État aussi recrute très souvent, pas parce qu'il y a le besoin, mais parce que réduire le chômage est un objectif. Donc on recrute pas parce qu'on a besoin forcément d'enseignants, d'agents de santé sur le terrain. Quoique ce que je suis en train de dire, dans la réalité, c'est tout autre chose. On en a réellement besoin. Mais souvent, l'objectif aussi, c'est qu'on regarde justement cette masse de chômeurs, de jeunes qui sont là, sans emploi. Vous savez combien de personnes sortent par an à l'université et sont en fin de formation, soit la licence, la maîtrise, que ce soit les universités publiques, les universités privées. Le secteur privé prend ce qu'il peut, mais l'État est obligé aussi de recruter. Ça explique que le chiffre, bien sûr, malgré la volonté de l'État de réduire drastiquement ces recrutements-là, et c'est le cas depuis au moins pratiquement 5 ans qu'on est en train d'essayer de réduire ce taux-là. Malgré tout, ça reste relativement élevé. Voilà, 5 000, est-ce que c'est trop, est-ce que c'est peu? Mais encore une fois de plus, il faut regarder les besoins réels. Et d'une manière générale, on va aller sur la gestion véritablement des ressources humaines. On va recruter peut-être des enseignants cette année, alors que peut-être il n'en manque pas. Juste parce qu'ailleurs, on en a plus qu'on en avait besoin, alors qu'ailleurs, il n'y en a pas. Je crois qu'il y a même eu des enquêtes parlementaires sur ces aspects-là aussi. L'Assemblée avait sorti un temps une enquête parlementaire sur les enseignants qui sont peut-être à Ouaga, comparativement en province où il y a peut-être un déficit. On peut faire la même chose avec les agents de santé dans beaucoup de secteurs. Donc c'est l'utilisation efficiente du personnel des agents publics aussi qui est en question. Autrement, ces recrutements-là, ça reste, de mon point de vue, dans l'ordre du normal. Les gens croient beaucoup à la fonction publique. C'est pas comme vous et moi. Donc, ils y vont à fond. Et à côté, vous savez, le débat qu'il y a depuis un certain moment par rapport à comme on les appelle, l'intégration. Voilà. Vous voyez des gens qui s'en vont se former dans des domaines spécifiques, se forment dans la santé, se forment dans l'enseignement. C'est lui qui allait se former. Maintenant, il s'est formé. Est-ce que c'est pour lui-même créer son entreprise, son business? Est-ce que c'est pour aller se faire embaucher dans le privé? Mais non, les gens se forment et ils attendent toujours d'être recrutés par l'État. Et puis depuis un certain moment, on se rend compte que dans un certain nombre de services, on a presque arrêté ou en tout cas suspendu ces intégrations-là. Et ça pose problème. Ça crée aussi une autre masse de chômeurs, de catégories de chômeurs qui sont là, des gens qui sont prêts à être employés parce qu'eux, ils ont été formés 2 ans, 3 ans de formation, ils sont prêts à l'emploi, mais l'État ne veut pas d'eux. L'État est obligé de recruter des gens, à les former 2-3 ans pour commencer à les employer. Serge Hulon, quel est votre regard par rapport à ces chiffres qui sont largement en baisse? On parle de 5 364 pour 2024 contre 7 218 pour l'année dernière, et cela malgré l'entrepreneuriat communautaire que l'on essaie de promouvoir, l'esprit d'entrepreneuriat. Non, je crois qu'en termes de volume de main-d'œuvre, il y en a suffisamment. Il y en a donc l'entrepreneuriat ne peut pas régler ça, et en plus de ça, tenez compte de notre contexte. Parce que moi, je suis toujours de ceux qui pensent que, bon, excusez-moi, mais je pense qu'on flatte les gens dans cette question d'entrepreneuriat. Si Monsieur Kaboré, si vous ne connaissez pas quelqu'un, vous allez créer votre entreprise, vous n'allez pas avoir de marché, parce qu'on sait comment ça se passe. C'est la politique qui entraîne... Voilà, je pense qu'il faut qu'on soit réaliste. Si on était dans l'entrepreneuriat, c'est des
dernières années. Oui, c'est une bonne chose, mais après... Et Boukari Ouba l'a dit tout à l'heure, la fonction publique ne saurait prendre tout le monde. Tout à fait. Mais il appartient à l'État de créer les conditions pour que les gens puissent participer, avoir une saine émulation. D'où le secteur de l'entrepreneuriat, par exemple. Oui, il ne suffit pas de créer cette politique-là. Il y a la réalité qui est là. Si vous avez des DAF qui ont eux-mêmes leur société, qui gèrent les pauses café, chacun a sa société dans son sac ou bien, je ne sais pas, quelque part, faut pas, on va se leurrer. Je crois que ça ne sert pas. Et dans tous les cas, les statistiques au niveau de la maison de l'entreprise, chaque année, sur tel nombre d'entreprises qui se créent, combien font faillite? Allez-y, demandez les statistiques. C'est ça aussi la réalité. Donc je crois qu'aujourd'hui, c'est une bonne chose. Mais il faut qu'on arrive à créer les conditions de telle sorte que les textes puissent s'appliquer sur tout le monde et qu'on soit dans un contexte où c'est la compétence, c'est l'excellence, c'est le meilleur qui gagne. Et non forcément celui qui connaît X ou Y, ou bien celui qui est pistonné, celui qui est un parrain à qui on donne les marchés. Parce que c'est ça notre problème. On n'est pas comme dans le système américain où, à compétence égale, on s'en fout de votre nationalité, on cherche tout simplement celui qui peut faire le travail. Mais ici, on veut savoir, tu connais qui t'a envoyé. C'est ça la réalité aussi qui est là. Donc, et si vous voulez vous arrêter, vous prenez de Blaise Compaoré à maintenant, vous allez voir les nouveaux acteurs économiques qui sont là. Des gens qui créent des entreprises du jour au lendemain et ceux qui captent des marchés. Voilà, c'est ça la réalité aussi qui est là. Sinon, c'est une très bonne chose. Si on peut penser que les gens peuvent s'en sortir dans ça, c'est bien. C'est bien, mais qu'on crée les conditions pour que les gens puissent compétir et faire de telle sorte que les meilleurs puissent chaque fois s'en sortir. Mais vous allez beau vous battre comment si vous ne connaissez pas quelqu'un, si on ne pousse pas votre dossier, ça va être difficile. C'est ça la réalité aussi. Maintenant, plus globalement, sur votre question par rapport au concours de la fonction publique, l'explication n'a pas été donnée. Voilà pourquoi il y a cette baisse. Est-ce que c'est dû au fait que des secteurs tels que l'enseignement, l'éducation, en fait, sont impactés du fait de l'insécurité, parce qu'il y a quand même des écoles qui sont fermées. Pour l'année, et vous avez des centres de santé. Précédente, il y avait l'impact sécuritaire, mais on était à 7218 postes. Je pose des questions. Je dis, mais le gouvernement n'a pas expliqué justement pour qu'on sache pourquoi c'est. Parce que c'est vrai que le nombre a diminué, mais quand vous prenez au niveau de certains corps, c'est vrai que c'est pas la fonction publique, mais si vous étendez, c'est l'administration publique, c'est l'État du Burkina. Vous prenez des concours au niveau de l'armée, on a suffisamment recruté, des milliers de personnes. Vous prenez au niveau de la police, c'est pareil. La gendarmerie, c'est pareil. Parce qu'il faut tenir compte aussi quand même de ces recrutements-là, de ces recrutements qu'il faudrait avoir à l'esprit. Parce qu'avant, c'était l'enseignement et la santé, on recrutait un grand nombre. Mais du fait des établissements qui sont fermés, des centres de santé qui ne fonctionnent pas, vous avez des collectivités territoriales, les préfectures, les mairies qui ne fonctionnent pas. L'État pourvoyait en fait du personnel. Donc il faut tenir compte peut-être de ces paramètres-là et pour ne pas répéter les mêmes choses par rapport à cette question de diminuer ou bien soutenir la masse salariale. Il y a peut-être ces questions-là aussi qui sont en vue, qu'il faudrait peut-être se poser les questions, quoi. Donc je pense que l'un dans l'autre, ce sont des éléments à prendre en compte et qui pourraient expliquer peut-être cette baisse ou ce nombre réduit en fait de Burkinabés qu'on doit recruter pour servir l'administration publique. Pour terminer sur le sujet, Boukari Ouba, le gouvernement ne s'est pas limité juste à ce nombre qui est en baisse. Le gouvernement a justement annoncé le recrutement de milliers de jeunes pour une formation en entrepreneuriat. Maintenant, ma question, est-ce que vous êtes d'avis avec Serge Oulon qui estime que l'entrepreneuriat, cette promotion de l'entrepreneuriat, il n'y a pas de sincérité dedans? La vérité n'est pas dite. Non, je reprécise mon idée. Repréciser mon idée. Je veux dire tout simplement que dans un contexte du Burkina où vous avez beaucoup de favoritisme, de clientélisme, de trafic d'influence, de népotisme, encourager ou inciter les gens dans cette question d'entrepreneuriat, c'est d'envoyer certaines personnes à l'abattoir. Parce que prenez les statistiques au niveau de la maison de l'entreprise, de la chambre de commerce, on vous dit que sur tel nombre d'entreprises, je n'ai pas les chiffres en tête, mais ceux qui suivent peuvent aller vérifier les données, et dans tous les cas, les gens le disent. Généralement, vous avez, je crois qu'autour de 40 ou 50% d'entreprises qui meurent dans les premières années de leur création. Parce que si vous n'avez pas de marché, vous faites comment? Et comment vous faites pour avoir les marchés? C'est pour cela que je pointe des mots tels que le népotisme, le trafic d'influence. Voilà. Mais vous, si vous créez votre entreprise et que vous connaissez un ministre, bon, évidemment, peut-être que ça peut aller, ou bien dans ce contexte du Burkina où il faut applaudir notre leader éclairé, bon, évidemment, ça peut ouvrir des portes, et ainsi de suite.
Réaction, Boukari Ouba. La pensée de Serge, il est en train d'apprécier en fait le contexte, voilà, qui est là, qui n'est pas propice, qui n'est pas sain. Voilà, mais la réalité est que si la fonction publique ne peut pas recevoir tout le monde, l'entrepreneuriat peut être une solution. Oui, bien sûr, mais il faut sauf que moi je pense que ce que peut-être l'État est en train de faire là, est-ce que c'est pas antinomique même? Parce que l'entrepreneuriat là, ce n'est pas à l'État encore d'attraper la main de quelqu'un pour l'amener dans l'entrepreneuriat. En ce moment, il n'entreprend plus. C'est encore l'État qui est en train de se battre pour vous créer des opportunités de travail. L'entrepreneuriat, ça doit partir de toi-même. Voilà. On décide, on initie quelque chose, on se lance dedans. Et le rôle de l'État, c'est de créer les conditions. Voilà, c'est d'assainir l'environnement par rapport aux aspects dont Serge parlait justement. Pour que vous, en tant que jeune entreprise, il n'y ait pas de gens qui soient là à rafler des marchés à votre place alors que vous avez de la compétence. Voilà, vous savez aujourd'hui pourquoi chaque fois qu'on nomme un ministre, on vient, l'une des premières choses à faire, c'est de changer le DAF. Ça, c'est des pratiques qu'il faut arrêter dans notre pays. Et il y a des pays où le DAF, le ministre ne peut pas le changer. C'est pas possible. Pour mener une équipe, d'aucuns vous diront qu'il faut y aller avec ses hommes de confiance. Ah, non, si vous allez avec vos hommes de confiance, c'est que vous avez des choses à cacher. C'est l'administration publique, c'est pas une affaire de confiance. Vous devez avoir confiance à tous les Burkinabés. Donc un DAF, c'est pas votre gars. C'est pas l'intime. Les textes le permettent. Mais bien sûr, les textes ne sont pas bons. Il ne faut pas que chaque fois qu'on nomme un premier responsable qu'il vienne changer le DAF. Ça pose problème. La preuve, c'est pour ça que des ministres sont poursuivis avec leur DAF en même temps, des présidents d'institutions avec leur DAF en même temps, parce que ça fait du copinage. Donc, c'est cet environnement-là que l'État doit assainir. Pour le reste, si on est vraiment en entrepreneuriat, ce n'est pas à l'État d'amener des gens dans l'entrepreneuriat. L'État met les conditions et permet aux gens effectivement de s'y lancer. Pour vous, cette annonce de formation de milliers de jeunes ça peut être en entrepreneuriat, dans tous les cas, on le fait depuis un certain moment. Mais vous voyez, l'autre aspect, oui? Ouba l'avait relevé sur la question des concours de l'intégration. C'est l'État qui a encouragé des Burkinabés à ouvrir des écoles de formation privées dans l'enseignement et dans la santé. Parce que l'État a dit qu'il ne peut pas former les gens, des trucs de ce genre. Et après, l'État a décidé de faire des tests d'intégration. Parce que ça revenait moins cher. Vous ne formez pas les gens, vous faites... Des individus forment des compétences. Et après, l'État fait des tests d'intégration pour pouvoir les intégrer dans la fonction publique. Mais après, qu'est-ce qui s'est passé? L'État a vu que c'était intenable. Parce qu'on a beaucoup, en fait, finalement, qui sont formés dans les écoles privées. Donc, on va se retrouver exactement dans la même situation que l'entrepreneuriat. Et aujourd'hui, vous avez des gens justement qui bataillent pour dire non, vous nous avez encouragé à ouvrir les écoles, à former les gens. Et dans tous les cas, c'est l'État qui gagne. Vous venez à un moment donné, vous dites, vous ne faites plus de thèse d'intégration. Et les compétences qu'on a formées, on fait quoi? Vous avez des gens qui font ce plaidoyer aujourd'hui pour dire il faut quand même il faut absorber, voilà, absorber ces compétences. Donc on va se retrouver dans le domaine de l'entrepreneuriat. On va dire aux jeunes, les gens vont foncer, ils vont aller se former. Après ils se retrouvent à la maison. Qui donne les kits d'installation? Qui donne les fonds de financement pour commencer? Bon, après, il ne faut pas embrouiller les gens avec cette histoire d'entrepreneuriat à 0 francs. Ça, c'est vraiment, c'est à la télé, on entend ça, quoi. Voilà. Donc, pas du tout. Bon, demandons à ceux qui ont essayé, si les gens se sont sortis avec cette affaire d'entreprendre à 0 francs. On va évoluer avec le temps, notamment avec le dernier sujet retenu pour la tribune des éditos. Pour compter du mois d'avril prochain, eh bien, le gouvernement burkinabé a décidé de l'entrée en vigueur d'une nouvelle grille tarifaire pour des examens applicables dans les hôpitaux publics au Burkina. Ainsi, désormais, une réduction de 50% sera observée sur le tarif du scanner qui passe de 50 000 à 25 000 francs CFA. Une réduction de 60% au niveau de l'IRM qui passe de 100 000 à 40 000 francs CFA. Réduction de 100% sur la caution de dialyse à vie qui passe de 500 000 à 0 francs. Et enfin, une réduction de 80% sur le tarif de la séance de dialyse qui passe de 15 000 à 2 500 francs CFA. Boukari Ouba, quelle appréciation par rapport à ces mesures du gouvernement? C'est des bonnes nouvelles. Partout on parle de réduction, connaissant le coût de la vie au Burkina et aussi notre état de santé.
Les Burkinabés sont très malades. Hein. Allez-y dans les hôpitaux, vous allez voir. Le plus souvent, ce sont ces maladies chroniques-là qui ruinent beaucoup de gens. Surtout les personnes souvent proches de la retraite ou bien à la retraite carrément. Ils vont y mettre toute la pension. Donc, ces réductions sont salutaires. Maintenant, ça c'est l'annonce, pour ne pas dire c'est l'effet d'annonce. Après, il faudra aller voir la réalité du terrain, comment ça va se passer. N'oubliez pas que juste avant que ces mesures-là ne tombent, le gouvernement avait annoncé une autre mesure qui était un peu à l'inverse de celle-là. C'est la suspension de la gratuité des soins pour les enfants de 0 à 5 ans et les femmes enceintes dans les structures sanitaires privées. Donc cette mesure non confessionnelle. Et la qui a été avancée, c'était pour faire le point. Oui, pour faire le point. On risque de ne plus y revenir. Je ne sais pas. Espérons qu'on fait. Est-ce que c'est contradictoire de faire le point et de vraiment, je ne comprends pas quoi. Voilà. Et puis si c'est pour faire le point, on aurait dû faire le point de tout. Hein. C'est aussi bien dans le public, c'est partout qu'il faut faire le point par rapport à cette affaire de gratuité. Ce que je veux dire, c'est que quand vous prenez une mesure comme la gratuité des soins, les enfants de 0 à 5 ans et les femmes enceintes, tout le monde a salué ça. C'est une belle mesure. Je crois que s'il y a une des politiques du président Roch-Marc Christian Kaboré qui mérite d'être saluée, c'est par exemple celle-là, la gratuité des soins. Donc c'est une belle initiative, une belle formule. Mais allez-y voir sur le terrain, dans la réalité. Vous partez dans un espèce avec un enfant dont l'âge est compris effectivement dans l'intervalle indiqué pour les maladies diarrhéiques, pour les maladies respiratoires. Vous savez que les enfants souffrent beaucoup de ces choses-là en ces temps d'harmattan-là. Mais simple sirop contre la toux, on ne peut pas vous donner ça dans un espèce. Un produit contre la diarrhée pour un enfant, vous n'allez pas avoir ça. Ça n'existe pas. Et vous créez la même situation pour les mesures actuelles? Oui, mais bien sûr. Allons-y. Sur la question de scanner, d'IRM, de centres de dialyse, mais faisons le point. Il y a combien d'hôpitaux au Burkina qui ont ce matériel-là? Quand il y en a, les pannes, c'est pratiquement chaque mois. Et quand ça tombe en panne, il faut attendre pratiquement une éternité. Il y a quand même une récemment pour que de plus en plus des villes puissent en bénéficier. On peut parler de Tinkodgo, Waïgouya et beaucoup d'autres. Serge, je ne parlerai pas de mon cas, mais ça peut être un exemple intéressant. Moi, j'ai fait une IRM, 2 IRM. Au moment où j'allais le faire à Ouaga, ici, on m'a indiqué seulement 2 centres et c'est des centres privés. Il n'y avait pas une structure publique à Ouaga où je pouvais faire l'IRM. Pour cause de panne? Mais ça n'existait pas pour cause de panne. Donc je l'ai fait dans une formation sanitaire privée, 2 IRM. Voilà. Aux coûts, anciens coûts qui sont indiqués. Donc une chose effectivement, d'offrir ces réductions-là. Une autre chose est de disponibiliser justement le matériel nécessaire pour pouvoir prendre en charge convenablement les patients. Encore une fois de plus, je dis, personne ne va cracher sur ça. C'est une très bonne chose. Et notre rôle en tant que journaliste, justement, ou citoyen tout simplement, c'est qu'après, on puisse faire le point pour pouvoir mieux féliciter le gouvernement. Parce que c'est trop tôt de les féliciter pour le moment. Pour l'instant, on peut constater que c'est une bonne décision. Ensuite, il faudra aller voir sur le terrain comment ça se passe. Et sur ça, véritablement, j'invite les acteurs de la société civile. Il y a des structures qui sont dans ce domaine-là, dans la veille citoyenne et particulièrement dans le secteur de la santé, y compris les journalistes, à voir exactement comment est-ce que ces mesures-là qui sont salutaires là, vont être mises en œuvre. Atiana Serge, voulons voir à votre niveau, quelle est l'appréciation qui se dégage par rapport à ces mesures-là? Non, c'est une bonne chose. Là-dessus, ça ne souffre même pas de débat. C'est une très bonne décision. Vous partagez peut-être les mêmes inquiétudes que voilà, maintenant c'est l'application. Il parlait de la dialyse. Nous, à l'événement, on a été alertés justement par des patients, des accompagnants, des parents de patients justement qui se plaignent des pannes, justement. Et souvent, les gens se plaignent parce que vous avez certains qui quittent hors de Ouaga, qui quittent des provinces qui arrivent, on vous dit que le truc est en panne. Et ça crée des désagréments encore.
À l'événement, nous avons traité il n'y a pas longtemps en fait ce sujet-là. C'est vrai que les responsables du centre hospitalier universitaire Bogodougou en fait avaient montré leur bonne foi et de leur disponibilité, et que toutes les fois il y a eu panne, il y a eu des efforts pour régler, mais n'empêche qu'il y a eu des désagréments, parce que ce qui était revenu, c'est vraiment les désagréments. Vous imaginez, vous quittez, je sais pas, Manga, ou vous quittez Zignaré, puisque c'est fait à tour de rôle. Voilà, il y a un programme qui est là et vous arrivez, on vous dit que la machine est en panne, ou il y a eu tel problème, il y a eu tel... Voilà, vous êtes obligé de repartir. Non seulement il y a déjà le fait de n'avoir pas eu les soins et le désagrément, les coûts que ça engendre. Donc c'est une réalité. Une chose est de prendre ces mesures. Et on espère que ce n'est pas des effets d'annonce pour ne pas faire oublier ce qui avait été pris auparavant. Et se dit que bon, on va se donner les moyens de faire de telle sorte que quand même, dans l'application, il n'y a pas ces soucis. Et il n'y a pas longtemps, une dame disait que la gratuité, il n'y a que les gants seulement qu'on ne paye pas. Sinon, tout le reste, quand les gens, les femmes enceintes ou les enfants, quand vous finissez l'ordonnance, même les simples paracétamol ou bien de l'amoxicilline, vous allez les payer. Donc je crois qu'il y a cette réalité aussi qu'il faudrait avoir à l'esprit et faire de telle sorte que quand même ça soit vraiment des bouffées d'oxygène dans ce Burkina où vraiment c'est difficile en fait, où on tire le diable à la queue, et certains diront que le diable n'a même plus de queue pour qu'on puisse tirer, quoi. Boukari Oba, est-ce qu'avec cette décision on pourrait dire que l'accès aux soins, aux services de santé, peu importe la classe sociale de chaque Burkinabé, est en passe d'être enfin une réalité? Je crois que cette mesure ne va pas nous sauver. Voilà. De mon point de vue, en fait, le problème que nous avons au Burkina, c'est la question de la sécurité sociale. C'est la question de la sécurité sociale. Et c'est au-delà de ce qu'on est en train d'annoncer là. Dans les pays développés là, en fait, c'est ça qui fait que les gens vivent mieux. C'est ça qui fait que les gens vivent mieux. Vous pouvez même travailler. Peut-être que vous n'avez pas forcément un gros salaire. Mais en cas d'accident, en cas de maladie grave, il y a une sécurité sociale qui est là, qui vous soulage. C'est un cheminement. Très bien. Prouve que pour le Burkina, je crois qu'on est en train de parler de l'assurance maladie universelle. Assurance maladie universelle, voilà, c'est des mécanismes comme ça qu'il faut opérationnaliser pour qu'on voit exactement ce que ça va donner. Autrement, parce que ce qu'on est en train de dire, pour un dialysé, donc on ramène ça à combien? Pour un dialysé, à 2500, il y a déjà ce qu'il fallait déposer comme caution qui était de 500 000, c'est désormais à 0 francs, et de 15 000 pour la dialyse, c'est désormais à 2500, mais une réduction de 80%. Oui, à 2500. Et vous allez voir qu'il y a encore beaucoup de Burkinabés qui ne peuvent pas payer ça. Voilà. Surtout que, vous savez, hein, si vous avez un mal qui vous demande aujourd'hui à ce que vous honorez une ordonnance de 100 000 francs, c'est encore mieux. Hein, que d'avoir un mal qui vous demande d'honorer une ordonnance de 2500 tous les 2 semaines ou bien tous les 1 mois. Vous comprenez? Parce que c'est sur le long terme. Ça va vous esquinter. Vous n'allez pas tenir. Donc c'est très difficile. Et cette question de dialogue, vous savez comment c'est compliqué. Ce n'est pas seulement une question de matériel. Même en termes de ressources humaines. À Yalgado, ici, on sait, l'équipe de dialyse, c'est même pas est-ce qu'il est encore là, le professeur. Et donc, même les questions de ressources humaines, ça va se poser si réellement on a des bons diagnostics et que les gens vont venir. Parce que pour cette question de ressources humaines, le Burkina est envié par plusieurs pays, étant donné la qualité que nous avons au niveau de la santé, en termes de qualité de ressources humaines. Oui et non, c'est pas aussi abondant que ça. La preuve est que, puisqu'on parlait de recrutement tout à l'heure, je pense qu'on lance un recrutement de médecins généraux qui vont être formés, voilà, sur des spécialités. C'est-à-dire qu'il y a le besoin qui est là. Non, là je parlais de la qualité même, de ce qu'on a comme ressources au niveau de la santé. C'est bien. La qualité, c'est bien. Puisque vous avez parlé de diagnostic. Je sais pas, non, ce que je voulais dire par rapport au diagnostic, c'est de dire qu'au Burkina, nous n'avons même pas les diagnostics réels. C'est malheureux, mais les gens, ils meurent de leur maladie sans savoir de quoi ils meurent. On n'a peut-être pas peut-être une longue file de personnes dialysées, quoique c'est déjà assez important, peut-être ceux qui passent là-bas, parce qu'il n'y a pas de diagnostic. Peut-être des gens sont souffrants
voilà, d'insuffisance rénale au point qu'ils ont besoin de cette dialyse, mais ils ne font pas les examens. Ceux qui sont à Ouaga, à Bobo, dans ces villes moyennes-là, encore ils pensent, mais au village, à peine si les gens savent c'est quoi une insuffisance rénale, est-ce qu'il va dans une formation sanitaire en capacité de faire ce diagnostic-là. Et là, son mal qu'il traîne tout le temps, c'est au CSP du village, jusqu'à ce qu'il en meure. Sinon, effectivement, si on doit faire le diagnostic correct, et que toutes ces personnes-là doivent être prises en charge par la dialyse. Quels sont ces centres de dialyse-là? Il y en a où? À Ouaga, à Ouayuria, je ne sais pas, à Bobo. Ok. Ben voilà. Tout est-il que si vous devez quitter je ne sais où pour venir, voilà, ce n'est pas une mince affaire. Donc le diagnostic, c'était par rapport à ça. Maintenant, sur les compétences, oui, si on a des bons médecins, c'est une très bonne chose, mais n'empêche qu'on a encore nos autorités qui préfèrent aller se soigner ailleurs. En tout cas, c'était une réalité et que ça l'est encore peut-être. Voilà. Il y a peut-être beaucoup de choses à dire, mais c'est tout de même une décision salutaire pour les populations. On termine par là, Serge Oulon. Bien sûr. Est-ce qu'à partir de cette décision, on peut affirmer que le Burkina est en passe quand même de mettre sur pied l'accès à des services de soins de qualité et appropriés pour tous, peu importe la classe sociale? Non, je crois qu'il n'y a pas d'amalgame à faire. Vous avez posé la question où il a fait. Ça va au-delà de l'accès aux soins pour toute la population. Ça va au-delà en fait de peu importe la classe sociale. C'est toute une politique et c'est pour cela qu'on est en train de travailler pour opérationnaliser la Caisse nationale d'assurance maladie universelle. C'est ça qui va permettre en fait cette mise. Sinon, ça, ce sont des politiques isolées. On applaudit, c'est une très bonne chose, mais je crois de là à dire que c'est l'accès. Non, je crois en passe d'être. Ce qui va nous permettre d'arriver, c'est la Caisse d'assurance maladie universelle. Voilà. Sinon, il y a eu beaucoup de gratuité. On distribue des moustiquaires gratuitement depuis. Il y a des vaccins qui sont gratuits. Il y a des soins. Mais après, à la réalité, ça nous rattrape. Voilà. C'est-à-dire que ce sont des décisions qui ne conçuent pas. Parce que quand vous parlez d'accès aux soins, c'est un paquetage. C'est un ensemble. Peu importe la classe. Mais là, bon, on a ciblé un type de maladie. Bon, c'est vrai, si les statistiques, si on se fie aux statistiques, c'est vrai qu'au Burkina, il y a combien qui souffrent. C'est vrai que même si c'est un seul Burkinabé qui souffre de problèmes de diabète ou d'insuffisance rénale, c'est pas mal. Mais on cible une catégorie de citoyens donnés qui ne permettent pas forcément de dire l'accès aux soins en fait de tous les Burkinabés. Parce que ça suppose que pour un ensemble de soins, peu importe qui vous soyez, si vous partez en consultation et que vous avez une ordonnance, vous êtes en mesure de pouvoir avoir accès en fait à un certain nombre de médicaments. C'est tout comme dans certaines sociétés privées où vous avez, dans certaines structures où vous avez cette question de mutuelle ou bien c'est, comment on appelle ça encore, et de l'assurance. Voilà, souvent selon les services ça va de 80 à 90% et vous avez des structures comme au niveau de l'armée, vous avez la mutuelle des forces armées nationales. Tout militaire, quand vous partez en consultation, excepté quelques situations, quelle qu'en soit votre ordonnance, si vous partez, on vous sert les produits. Je crois que c'est ce que vous voulez dire, alors que bon, vous voyez bien que nous ne sommes pas encore dans ce schéma-là. Si vous partez en consultation et que vous avez votre ordonnance, vous allez vous débrouiller pour payer vous payez les produits en fait en entendant peut-être qu'on puisse faire de telle sorte que opérationnaliser cette question de. C'est encore plus complexe que ça. Le palu reste la première cause de mortalité au Burkina Faso. Une maladie banale ou simple comme ça qui n'existe plus ailleurs. De l'évolution malgré toutes ces campagnes. Oui, on espère que le vaccin va être une réalité. Et c'est tout pour ce numéro de la Tribune des éditos, l'émission qui donne uniquement la parole aux professionnels des médias. Merci à vous, Serge Atiana Oulon. Merci également à vous, Boukari Ouoba. Merci à vous, auditeurs et téléspectateurs. On se retrouve le week-end prochain pour un autre numéro. Mais d'ici là, portez-vous bien.